donc France-Corée. On va parler évidemment de ça d'entrée, car c'est un sujet ô combien important. Vous savez que la France s'exporte culturellement souvent dans le monde entier. C'est une véritable expédition. Nous allons faire le bilan justement de cette année France-Corée qui vient de se terminer. Superbe saison d'événements culturels dont voici un certain nombre d'exemples. L'année France-Corée a initié dans divers domaines des rapprochements très fructueux. Mais c'est pour la culture qu'elle a été particulièrement remarquée et remarquable. Si l'année touche à sa fin, le rythme ne faiblit pas pour autant. Dans les événements les plus récents, la plasticienne Orlan a été exposée au Sunkok Art Museum de Séoul et l'un des plus grands festivals d'Asie, le Jarasung Jazz Festival, a accueilli plusieurs artistes français. Parmi eux, le batteur Manu Katché. Il a joué avec les plus grands artistes internationaux. Il était déjà venu avec Peter Gabriel en Corée, il y a quelques années, mais c'est en tant qu'ambassadeur de la culture française qu'il s'y est produit cette fois. Moi, je ne me rends pas compte, c'est toujours la même chose. Vous savez, quand on fait quelque chose, on le vit. J'ai eu une carrière exceptionnelle, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de privilèges. J'ai fait des belles rencontres au bon moment. Aujourd'hui, je fais de la musique, une musique passionnante parce qu'encore une fois, je fais des collaborations avec des musiciens de jazz qui sont les plus grands de cette planète, des portées. Donc pour moi, c'est un régal. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. J'ai d'être un mot. Mais en plus, que vous me disiez tout à coup, effectivement, je peux être un peu fédérateur de certaines choses par rapport à la France et par rapport au courant français qui puisse s'exporter. Mais je veux bien porter le chapeau. Avec grand, grand plaisir, je le porte le chapeau parce que je pense qu'on a des talents incroyables dans notre pays. Des musiciens, des artistes extrêmement talentueux. Et malheureusement, aujourd'hui, certaines chaînes de télé réduisent un tout petit peu la visibilité pour ces gens-là, et contrairement à d'autres. Et je pense que ça permettrait vraiment d'exporter notre culture parce qu'on a vraiment un savoir-faire, il me semble, très très différent de ce que peuvent faire les États-Unis, ce que peuvent faire les Anglo-Saxons en général. La fierté culturelle, un sentiment partagé par tous les acteurs de cet événement. C'est un honneur déjà d'avoir construit ce programme avec eux. C'est aussi pour le festival, mais aussi pour les musiciens français qui, de par ce biais, auront l'occasion de jouer en Asie et de jouer, comme vous le disiez, dans le plus grand festival de jazz d'Asie. Donc, c'est pour moi un projet assez remarquable aussi parce qu'il y a un vrai échange. C'est-à-dire que nous avons accueilli des musiciens coréens à Coutances, à Jazz sous les pommiers. Eux, ils accueillent des musiciens français à Jarasum. Et tout ça s'est fait dans des échanges assez constructifs, à la fois artistiques, mais aussi amicaux. Et c'est vrai que une construction de ce type, pour moi, est assez exemplaire. Voilà. Particulièrement concerné également l'ambassadeur de France. Amoureux de la culture et de la langue, il est très attaché à la question de la francophonie dans cette partie du monde. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un fonds de francophonie réel dans ce pays. Il y a de nombreux locuteurs francophones. Si on regarde dans les pays de la région, rapporté à la population, c'est le pays qui a la francophonie la plus importante. Alors bien sûr, l'année de la France en Corée y contribue fortement à travers l'arrivée d'artistes français, la présentation de spectacles en français, mais nous faisons aussi tout un travail de fond pour mobiliser les professeurs de français, mobiliser les lycées de langues étrangères, toucher les jeunes publics. Nous organisons également un salon étudiant destiné à faire venir en France de jeunes étudiants coréens. Donc je crois que c'est sur le fond vraiment une impulsion forte qui est donnée à la francophonie en Corée. Commissaire général donc, de cette année France-Corée, Agnès Benahieh, notre invitée spéciale, et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors ma chère Agnès, d'abord on va essayer de rappeler à tous ceux qui nous découvrent aujourd'hui ce qu'il y avait dans cette exposition, dans cet échange extraordinaire avec la Corée, parce que beaucoup d'entre nous n'y ont jamais fichu les pieds. Je ne parle pas de la Corée, mais à l'exposition. Oui, c'est une année qui organise près de 400 événements dans les deux pays, donc c'est énorme, à peu près à part égale, avec des enjeux différents. Pour l'année de la Corée en France, l'enjeu c'était essentiellement de mieux faire connaître la culture coréenne au public français. Donc elle s'est déroulée sur une durée très exceptionnelle, plus d'1 an de manifestations. On sait aujourd'hui que dans une soixantaine de villes, on a réuni environ 2 millions de Français qui ont assisté à l'une des manifestations organisées. Donc c'est un bilan très positif, avec un relais média aussi qui a bien fonctionné.
Pour l'année de la France en Corée, qui se terminera le 31 décembre, on avait des enjeux un peu différents, puisque les Coréens sont très francophiles, connaissent bien la culture française depuis des années. Donc on avait à la fois l'enjeu de montrer une France aussi plus créative, plus innovante, et pas seulement dans le domaine culturel, mais aussi sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan universitaire, avec voilà, cet enjeu de création et d'innovation. Donc ça va dans tous les domaines? Dans tous les domaines, absolument. Les années croisées qui sont organisées par l'Institut français, l'objectif premier, c'est de renforcer la collaboration bilatérale et dans tous les domaines. Mais alors le coréen, que je connais assez peu, de quoi est-il friand en dehors des grandes marques de luxe françaises ou au contraire des créatrices coréennes que vous défendez avec talent et avec beaucoup de charme? Le public... Qu'est-ce qui leur plaît chez nous, en fait? Je crois que ce qu'on partage en commun... Chez les francophones, en fait, puisque c'est ça. Absolument. Ce qu'on partage déjà en commun, c'est le goût et l'amour de la culture. Voilà, ce qui nous réunit, c'est vraiment ça. Ce sont deux pays avec un patrimoine millénaire que l'on défend, mais qui est aussi sans cesse revisité dans la création contemporaine. Et le public coréen est très curieux. C'est un public ouvert. Moi, les compagnies... françaises qui se sont produites là-bas sont toujours très surprises de la qualité du public, des questions pertinentes qu'ils peuvent poser à l'issue de la manifestation. Vous donnez les noms d'ailleurs de ceux qui ont été là-bas? Oui, il y en a eu, on les a vus là récemment sur les images. Nous, on a essayé de surtout favoriser le dialogue entre les artistes et les institutions. Donc, par exemple, José Montalvo, pour l'ouverture de la France, a créé avec la Compagnie nationale un très beau spectacle, Shinganenai. Là, au mois d'octobre, on a eu beaucoup de focus français dans des festivals, notamment le Festival des Arts de la Rue, avec la compagnie Carabosse qui a fait l'ouverture. On a eu un focus français, un grand festival de danse contemporaine. On a Prej Locage, Caroline Carson, Toméo Vergès se sont produits. Et puis on a eu au mois d'octobre beaucoup de diffusion de nos grands orchestres, l'orchestre Les Arts Florissants, l'orchestre intercontemporain. Voilà, donc c'est très très large. Beaucoup d'artistes y sont rendus. Un grand déménagement, un grand débarquement. Absolument, un grand débarquement, comme il y en a eu en Normandie, puisqu'on le voit sur les images. Il y a eu aussi une programmation. Quand même. Une programmation à Coutances dans le Festival Jazz sous les pommiers qui avait invité beaucoup d'artistes coréens, et en retour Manu Katché et Rel Besson se sont produits à Jarasun, qui est le plus gros festival de jazz à Peu World en Asie, et qui réunit plus de 100 000 personnes. Donc c'est toujours démesuré. Ma chère Estelle, vous fûtes coréenne le temps d'un voyage. Oui, j'ai eu la chance justement d'aller couvrir le lancement de l'année France-Corée donc à Séoul. Et c'est vrai que ce qui est vraiment réussi, c'est cet échange entre les artistes français et les artistes coréens. Vous citiez José Montalvo, c'est vrai que je l'ai rencontré. Il a travaillé avec la troupe traditionnelle, le ballet traditionnel national, le ballet national de Séoul. Et il m'expliquait que c'était compliqué de travailler avec eux sans l'aide, mais parce qu'il n'y a pas les mêmes codes, et même les danseurs me l'ont expliqué, alors via une interprète, hein, je ne parle pas du tout coréen, mais José Montalvo leur a demandé d'être libre, c'est-à-dire de leur proposer des idées pour créer ce spectacle qui devait parler de leur culture, qui devait aussi mêler les cultures françaises et tout. Et eux, d'habitude, ils me disaient non, on nous dit voilà, il faut danser ça, on danse ça, et voilà. Et donc ça, ce souffle de liberté, ils ont trouvé ça très compliqué, ils m'ont dit, c'était un peu complexe de prendre cette part de liberté, mais après ils se sont beaucoup amusés. D'ailleurs, on le sent dans le spectacle là, qui va repasser, qui tourne pas mal, Shinganenai. Il était au théâtre de Chaillot aussi en France. Et la même chose avec M, le chanteur M, qui est très connu en France, mais en Corée du Sud, pas vraiment. Et lui, il était extrêmement enthousiaste d'aller là-bas parce qu'il ne connaissait pas la Corée, il connaissait le Japon, la Chine. Et il a donné un concert. Alors, c'est un petit concert. Il y avait beaucoup de Français, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, mais aussi beaucoup de Coréens et de Coréennes qui ont apprécié le style très rock de M. Et M, lui, sa démarche a été tout à fait dans l'esprit de ces échanges. C'est-à-dire qu'il est allé dans un bar un peu underground à Séoul. Il a commencé à faire un bœuf, à taper un bœuf, comme on dit, avec d'autres musiciens coréens. Il leur a dit, venez. Et je crois que c'est ça l'esprit, et c'est ça qui est assez incroyable dans cet échange culturel, c'est que vraiment on demande aux uns et aux autres de partager leur culture. Vous connaissez la Corée? Pas tellement, non. C'est pas. Le concept du pas tellement est pas mal. Non, mais moi, je dis carrément non. Non, mais pas tellement. Il y a quelques manifestations, voilà. quelques films. Dans le cinéma de genre, évidemment, c'est un pays qui est très fort. On a un festival à Montréal justement de cinéma de genre qui s'appelle Fantasia,
très grosse représentation coréenne. Mais en fait, ce qu'on peut dire de manière plus macro par rapport à ça, la situation de la culture québécoise à l'international, c'est assez différent aussi de ce genre de manifestation-là, parce qu'on est évidemment, c'est la France, c'est un poids lourd de la diplomatie culturelle, la Corée aussi, qui est un poids lourd asiatique, économique, un pays aussi très branché, qui a beaucoup à nous apprendre sur la culture en ligne. Et en fait, de manière plus générale, je reprendrai le mot d'un des diplomates britanniques les plus en vue actuellement, qui s'appelle Tom Fletcher, qui vient de publier un livre qui s'appelle Naked Diplomacy, et qui dit « La diplomatie est trop importante pour qu'on la laisse aux seuls diplomates ». Et je pense que l'idée derrière la diplomatie culturelle, c'est ça également, c'est-à-dire que le soft power, le fait qu'un pays peut avoir du pouvoir à l'international, le Québec, en tant qu'État, se sert beaucoup de ça pour rayonner parce que notre réseau diplomatique n'est pas un réseau diplomatique officiel, même si on a près d'une trentaine de représentations à l'étranger. Le ministère des Relations internationales au Québec va fêter son 50e anniversaire en 2017 et actuellement, la politique de Relations internationales du Québec fait l'objet d'une refonte. C'est la ministre Christine Saint-Pierre qui a annoncé ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les documents, dans les balises qui ont été envoyées aux gens pour encadrer donc cette nouvelle politique des relations internationales-là, il y a 3 des éléments qui ont été mis de l'avant par le ministère qui font référence à la diplomatie culturelle. Donc, l'internationalisation de l'éducation, la diversité des industries culturelles, la diversité et les industries culturelles et la francophonie. C'est dire que pour plein d'États, et ça a été le cas des États-Unis durant la guerre froide, c'est le cas de la France aujourd'hui, et même le Québec, une manière de rayonner à l'international, c'est évidemment de passer par ces réseaux-là. Et je dirais en terminant qu'une chose qu'il ne faut pas oublier dans cette refonte-là de la diplomatie culturelle, c'est que de plus en plus, les contenus culturels sont présents en ligne. Et pour que les contenus culturels existent en ligne, il faut qu'ils soient retraçables. Donc, toute la question, et ça, c'est une autre question, mais c'est important quand même de le souligner, c'est que la question, par exemple, des métadonnées, la manière dont on va identifier ces contenus culturels francophones-là, ça devient de plus en plus essentiel. Et la diplomatie culturelle de demain, nous dit Tom Fletcher dans son livre « Naked Diplomacy », et de manière plus générale, la diversité culturelle francophone va passer par ces contenus-là qui seront facilement identifiables. Michel, un point de vue? Oui, enfin, voilà, la Suisse ne fonctionne pas du tout de la même manière. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer quelques fois sur ce plateau au niveau politique, évidemment, que la France. Par conséquent, une manifestation comme celle que nous a relatée Agnès, institutionnalisée au plus haut de l'État pour tout un pays, entre 2 pays, la Suisse ne fonctionne pas de cette manière-là. Au niveau de la culture, voilà, elle est éclatée. Ce n'est pas une responsabilité qui est uniquement fédérale, uniquement nationale. J'ai eu l'occasion d'expliquer que la culture, elle commençait d'abord dans les villes où les budgets sont parfois plus importants que celui de la Confédération. Je crois que j'avais donné un exemple, il fut un temps que le budget de la ville de Zurich au niveau culturel est plus important que celui de l'entier de la Confédération. Donc la culture en Suisse, elle est séparée, elle est sclérosée entre la ville, les cantons et les pays, et la nation, et par conséquent, des initiatives, on va dire, de résidence, de jumelage, d'échanges, eh bien, se font pas au niveau national, mais se font entre villes, entre cantons. Il y a une autre façon d'opérer, on le voit aussi avec les centres culturels, comme celui qui est à Paris, le centre culturel suisse. Il y en a un autre à Rome, il y en a à New York, il y en a à San Francisco. Il y a des bureaux aussi qui existent à l'étranger, à Shanghai, au Cap, à Johannesburg. Enfin bref. Donc, comme le fait la Suisse d'une manière, on va dire, générale, avec un système plus horizontal que vertical, il y a une ouverture, il y a un éclatement, on va dire, des canaux possibles dans lesquels il y a des échanges avec certains pays, avec certains artistes, avec certaines entités, plutôt que des échanges institutionnalisés avec un pays complet. C'est ainsi que les échanges culturels se font en Suisse, et ils sont nombreux d'ailleurs, mais à une échelle beaucoup plus petite et plus régionale. Agnès, pour terminer, qu'est-ce qui, à votre avis, a le mieux marché? Il ne s'agit pas de faire un classement absurde, mais la plus grande sensibilité, la plus grande proximité entre nos 2 pays? C'est difficile, c'est une question extrêmement difficile. Moi, je crois qu'en effet, ce qui a le mieux marché et ce qui fera que la coopération sera pérenne, c'est toutes ces co-créations, collaborations entre les institutions et les artistes. Après, pour vous dire aussi que la Corée, qui a cette politique qu'on appelle la Hallyu, de vague coréenne, par sa culture et notamment sur l'économie créative aussi, de recherche des coopérations, au-delà de la relation France-Corée, c'est bien aussi une relation francophone qui se met en
place, puisque la Corée a demandé son adhésion à l'Organisation internationale francophonie comme pays observateur. On verra ça au prochain sommet de Madagascar. Donc je crois que les enjeux de ces années, peut-être aujourd'hui, vont au-delà et en tout cas servent tous les pays de la francophonie. La Corée est très ouverte aussi sur l'Afrique et peut-être qu'à l'avenir, je ne sais pas, hein, on lance une idée, peut-être qu'il faut des centres culturels francophones aussi à travers le monde. Et nous, on avait dans notre programmation un magnifique groupe malgache qui s'appelle Didi Bren et qui a participé aux Zandari Festival, parce que je pense que c'était aussi important dans ce pays de soutenir la France, la langue française, mais plus largement la francophonie. Avec un tweet de Manu Katché, il s'agit de l'interactivité concernant ce premier sujet, donc qui a joué à Séoul, au festival Jarasum, donc dans le cadre des actions culturelles France-Corée. Il faut rappeler qu'il avait été en tournée il y a des années, si la mémoire est bonne, avec Peter Gabriel, Manu qui a fait partager à ses followers une image du concert de Jarasum. Vous nous suivez sur le compte Twitter, donc hashtag 300 millions de critiques, vous laissez vos messages, vous retrouvez toutes les infos sur le site internet de l'émission et de TV5 Monde. Ma chère Agnès, merci mille fois. Merci. Nous vous retrouverons, je l'espère, un